Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des UBBistes, le podcast qui vous parle de l'actualité de notre chère Union Bordeaux-Bègles avec l'homme qui regarde 378 matchs de rugby par semaine, dont 12 fois le match de l'UBB. Salut Yann. Salut Cyril. Ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode. On tenait d'abord à remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode, qui nous ont laissé des encouragements ou des remarques, qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux ou à leurs potes. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles ou des commentaires directement sur la plateforme de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, etc., sur lesquels vous écoutez le podcast. En tout cas, nous, c'est vraiment top les retours qu'on a pu avoir et ça nous motive à continuer et du coup à faire ce deuxième épisode dans lequel on va parler d'abord évidemment du match qui s'est disputé à La Rochelle ce dimanche soir en faisant un rapide résumé puis en disant un peu ce que nous on en a pensé côté positif et côté négatif. Un petit point sur le classement à l'issue de cette septième journée de top 14. Un point ensuite sur la rencontre de samedi à 14h30 à Chaban contre la section paloise. Et enfin, un petit point sur l'actualité du club avec un point mercato, un point sur la liste de Fabien Galtier qui va arriver normalement demain. Donc on enregistre mardi, donc mercredi. Et enfin, on présentera un espoir. Yann, tu nous parleras de Enzo Gourg. Tout à fait. Donc on est parti avec le résumé du match. Clairement un match en deux actes. Une première mi-temps où on n'a pas vu l'UBB qu'on a pu voir depuis le début de saison. On subissait beaucoup les collisions. On n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. On a été très pénalisé. On s'est aussi beaucoup débarrassé du ballon au pied. Pas de façon très inspirée puisque le premier coup de pied du match, c'est Garcia qui se fait contrer, qui amène au premier essai de Teddy Thomas. Ensuite, un deuxième coup de pied en touche directement qui amène au deuxième essai Rochelet. Et on a même eu un petit par-dessus de Moefana le petit Rochelet qui amène un 50-22 derrière de Brice Dulin. Donc voilà, vraiment une première mi-temps à oublier. On termine la mi-temps 25-3 avec en plus la perte de Moefana qui est expulsé suite à une collision avec Danti à la 35e. Donc la mi-temps, on se demandait un peu sur notre groupe WhatsApp quelle sauce on allait être mangé. Je pense qu'on se disait tous qu'on allait manger chaud pour la deuxième mi-temps, mais pas du tout. Il faut dire que l'apport du banc en 7+1 a bien fonctionné finalement. Et on repart de Flandre avec même le regret de ne pas avoir pu gratter un petit point de bonus défensif. Mais bon, on repart avec 0 points, avec un bon réveil en deuxième mi-temps. Ce que je te propose, Yann, c'est poursuivre un peu la physionomie du match. Qu'on fasse d'abord les points négatifs, puisque ça sera surtout sur la première mi-temps, et ensuite on passera aux points positifs. Si tu veux déjà nous parler de petites choses que tu as notées. Ouais, déjà si je reviens sur le match, La Rochelle, bon, on avait un peu discuté la semaine dernière, hein. On savait que le premier quart d'heure, parce qu'ils s'étaient un peu oubliés à Bayonne sur ce premier quart d'heure, premières 20 minutes. Là, c'est vrai qu'ils ont été extrêmement agressifs et nous, on n'a pas su contrer cette agressivité et on n'a pas su gérer ce temps faible. Côté Rochelet, si je fais une petite aparté, podcast de l'UBB. J'ai pas mal aimé Tei Thomas au centre. C'est plutôt une bonne trouvaille. Je sais que c'est lui qui s'était proposé à O'Gara de jouer à ce poste. Il voulait pas forcément le faire jouer ici. Et je l'ai trouvé plutôt correct. Il amène énormément de vitesse dans l'attaque rochelaise et en plus en défense il est plutôt solide. Donc c'est une bonne surprise. Et après l'autre joueur que j'ai bien aimé aussi c'est Cancorier. Je trouve qu'il fait vraiment un taf énorme dans leur troisième ligne. Un peu un taf de l'ombre, mais il est vraiment extrêmement présent et c'est un joueur qui est plus blessé. Donc c'est vraiment une recrue intéressante qu'ils ont récupéré de Clermont. Il passe à deux doigts de prendre un rouge, hein, d'ailleurs. Ouais, par contre, bon, ça on va pouvoir Ouais, le on en revoir, mais reparlera ouais, après. effectivement, je pense ouais, je pense qu'il y a rouge. Pour le coup, l'épaule dans la tronche, il n'y a pas de vitesse, ça, il arrive quand même assez rapidement. C'est discutable. Ouais. Bon, après, si on revient au match, ce que j'ai pas aimé, alors, premièrement, les deux piliers, je trouve que Boniface, ça va pas. Il stagne depuis plusieurs mois. Il se fait trop pénaliser dans le secteur de la mêlée. Je crois qu'au début, il se fait pénaliser une fois et puis après, il re-rentre en fin de match, il se refait pénaliser. Il a du mal à se positionner. Je comprends pas ce qu'on n'arrive pas à travailler avec lui. Je trouve que ses attitudes, elles sont pas très bonnes. Il a tendance à partir en travers et à avoir le dos
un peu courbé, etc. Donc je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le faire évoluer. Si on travaille pas assez avec lui, je comprends pas. Et de l'autre côté, à droite, on a Sadi. Alors je l'avais un peu défendu la semaine dernière, mais là c'est très compliqué. Il se fait prendre sur la première mêlée par Wardy. Il y a rien à dire. Et après, on a passé une mi-temps à subir. Donc on a fait que des plaquages. Il a fait un plaquage. Donc je sais même pas où il est après. Ouais. Et en plus, il y a un contraste énorme avec le banc. Alors, bien sûr, ce banc 7+1, ça nous a bien aidé, mais quand on voit Poirot, qui est probablement notre meilleur gaucher, alors ça, on pouvait pas le dire il y a 2 ans, mais là, sur les 6 derniers mois de la dernière saison et ce début de saison, c'est clairement notre numéro 1. D'ailleurs, il faudra réfléchir sur la suite, si on le laisse partir. Est-ce qu'il faudrait pas prendre un recrutement parce qu'on va être quand même limite à ce poste. Et puis après, on a Falatea qui est vraiment bien revenu. Il a vu quelques mois difficiles. Je ne sais pas s'il a mal encaissé la prépa ou quoi, mais là, il a fait une très bonne rentrée. Il a obtenu 2 pénalités en mêlée, où il a bien pris Paverne, le gaucher Rochelet, le jeune Rochelet. Et, euh, et en attaque, il a fait pas mal d'efforts, notamment avec des passes après contact et surtout avant contact. Donc ça, c'est plutôt positif et en fait, ça flingue un peu, enfin, ça montre un peu la mauvaise partie de ces 2 piliers. Ouais. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est la charnière, quoi. T'as pointé Garcia, effectivement. Premier ballon, il est en couverture, il se fait contrer. Après, on prend un essai. Deuxième essai de Teddy Thomas. Il a cette diagonale qui s'offre à nous parce que pour le coup, Noël descend. Je sais pas comment il défend, Noël. Et il nous a ouvert une porte magnifique pour une diagonale. Et je sais pas ce qu'il fait. Alors, lui, il avait prévu de faire une chandelle et il a pas prévu. Après, il a vu que ça se libérait et donc il a tenté ce diagonale chandelle qui a complètement foiré. C'est dommage parce que je pense que le coup il est bon là. Ouais. S'il retire, après il est en 1 contre 1 contre Dulin. Donc ça c'est vraiment les points Sur la charnière, je trouve que d'une part, ils sont pas aidés par le pack en première mi-temps. Je les ai pas trouvés horribles dans le jeu. Forcément, ils n'arrivent pas à mettre de vitesse dans le jeu et du coup, pour créer, c'est plus compliqué. Pas du tout inspiré au pied, comme tu l'as dit, Garcia. Lesbourg trouve beaucoup moins de longueur qu'un Lucu, par exemple. Donc, c'est difficile de se dégager. Et du coup, dans l'occupation, ça a été très compliqué. On a passé la première mi-temps dans notre camp quasiment. C'est ça. Ouais. Et en fait, on paye cher leurs erreurs. C'est-à-dire que sur le deuxième essai de Teddy Thomas, c'est Dulin qui transperce parce que Lesbourg fait une montée et défend mal le coup, qui emmène ensuite à l'essai de Teddy Thomas. Et même sur le premier essai de Brice Dulin, on voit qu'il cible clairement l'espace où il y a Yann Lesbourg et du coup, il va pouvoir marquer face à Lesbourg. Donc en défense, je trouve aussi que c'était compliqué. Je trouve qu'ils n'ont pas été aidés, mais que leurs erreurs et leurs faiblesses nous ont coûté cher en première. Ouais, c'est ça. Les sorties de camp. En fait, la grosse différence avec Max et Mathieu. Alors Mathieu, c'est que lui, il arrive à contrôler et à gérer tous les systèmes, etc. Là, on a senti que Garcia, dès qu'il était sous pression, de toute façon, c'est un peu ce qu'on disait dans ses qualités et ses défauts. Hein, c'est que c'est un jeune joueur. Donc là, il a eu une énorme pression d'un coup dans un pack qui a un peu dominé. Là, il faut que en haut, ça marche vite, quoi. C'est-à-dire que là, t'as pas le temps. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il a encore du mal. Contre les Queens, c'était pareil. On s'était fait marcher dessus En devant. première, ouais, surtout. Et lui, après, il a pas su réagir. Et c'est là où on voit l'importance d'une charnière Max Jalibert. C'est qu'ils ont la maturité pour gérer ça. Parce que Yann, je pense que la stratégie de Bru au départ, c'était vraiment garder le ballon dans le terrain et après faire une grosse pression défensive. Sauf que les premiers coups de pied de Yann, ils sont pas très bien exécutés. Je pense que normalement, la zone visée, c'était dans les 15 mètres. Et là, on était quasiment plein axe. Donc, on filait des ballons de relance au Rochelet. Et après, on prenait des vagues. Et au bout d'un moment, quand on commence à prendre trop de vagues et qu'on sent qu'on subit trop, qu'on commence à faire des pénalités un peu bêtes, des fautes un peu bêtes, il faut se dire, bon, on stoppe tout, on envoie un grand coup de pied en tribune et on fait un peu redescendre la pression. Là, on les a laissés en fait nous rouler dessus. Et ça a été une de ces clés de ces premières minutes. On n'a pas de ces 20 premières minutes, on n'a pas réussi à stopper l'hémorragie et c'est un réel problème. Complètement. Et si on reste sur la première mi-temps, évidemment, un point négatif, c'est l'engagement mal ciblé, je dirais. C'est-à-dire on a eu parfois du manque d'engagement, notamment sur les soutiens, mais qu'on a eu aussi des excès d'engagement avec Bastien Vernier-Taillefer qui
veut déblayer et clairement il peut prendre aussi un rouge comme Cancorier, comme Moefana, même si c'est si c'est plusieurs actions différentes. Et du coup Moefana, que j'ai beaucoup aimé dans le début du match, dans la première demi-heure, parce que il y allait franco et qu'on voyait qu'il voulait en découdre, et notamment sur un plaquage à 2 avec Penaud sur Danty d'ailleurs, où il le jette en touche et sauve l'essai. D'ailleurs, sur cette action, petit clin d'œil à Winnie the Dream, qui a un footwork digne des meilleurs pivots NBA des années 90. Il a régalé. Et Moefana, oui, clairement, le rouge nous pénalise. On peut imaginer qu'à 15 contre 15, en deuxième mi-temps, avec les 7 de devant qui arrivent, on aurait pu peut-être plus rivaliser. Et surtout qu'il va nous manquer, notamment contre Pau ce week-end. Ouais, c'est à la fois le côté prendre un rouge, mais surtout le côté engagement mal ciblé. D'ailleurs, je sais pas si tu veux faire un petit point sur les sanctions que peut encourir Yoram quand on se doute qu'il ne participera pas à la tournée de novembre avec l'équipe de France. Alors ça, je sais pas encore. En tout cas, au début. Si je reviens sur Moefana, ça lui arrive souvent quand même Alors il a jamais pris de rouge, je crois. C'est son premier. Donc ça, c'est assez important. Et ça lui arrive souvent d'être à la limite. C'est vrai qu'il engage parfois l'épaule. Il aime ça. Voilà. Il faudrait qu'il baisse un peu sa ligne de plaquage, parce que là, pour le coup, là, il avait le temps, quoi. C'est-à-dire que Danty, il récupère un ballon porte-touche, il a les bras en l'air. Je pense qu'il a vraiment le temps de se baisser pour lui mettre au moins un aussi gros timbre. Voilà. Plaquer tête haute, pour le coup, ça n'a pas de sens sur ce point-là. Là. Après, si on regarde les sanctions, mais c'est le même plaquage en fait. Alors, c'est pas les mêmes conséquences, c'est pas les mêmes intensités, mais c'est les mêmes points d'entrée que ce qui s'est passé avec Nakalevou. Donc, du coup, c'est un plaquage dangereux. Nakalevou qui est le joueur qui a envoyé De Porter sur la civière. Exactement. Donc, il y a pas la même intensité, ni même vitesse, et ni même le même travail avec les bras. Mais on est sur la même grille, quoi, le même barème. Donc du coup, degré inférieur, on est à 2 semaines, degré moyen, c'est 6 semaines, et degré supérieur, c'est 10 semaines. Et après, ça, c'est sans les remises de peine, le fait que il a un casier vierge, etc. Donc moi, je pense que ça va faire entre 1 et 3 semaines. Si le degré inférieur est retenu, ça sera qu'une semaine. Et si le degré moyen est retenu, on partira sur 3 semaines. Donc potentiellement, il pourrait être de retour pour disputer en fait le match du Japon. C'est pas impossible. Ouais, ok. Bon, c'est plutôt rassurant, et même pour lui de pas être sanctionné trop lourdement. En tout cas, c'est positif pour à la fois l'UBB s'il revient pour le match à Vannes, et pour l'équipe de France si on peut avoir Yoram au centre. Autre point qu'on a mentionné, c'est la touche, qui encore une fois est compliquée. Alors, pour le coup, on a eu un lancer raté de Lamotte. Bon, il sortait de 40 mètres de sa chevauchée fantastique. Quand Retire vient lui annoncer la combinaison, on sent qu'il n'est pas du tout là et qu'il comprend pas ce qui se passe. Mais du coup, ça amène à l'essai de Mathieu, son deuxième essai. Donc ça c'est pour le coup un point plutôt positif. Mais c'est une touche ratée bonne. Voilà, exactement. Mais du coup, on a quand même encore 4 lancers perdus. Du coup, un mal qui se répète. De toute façon, c'est notre axe de progression. J'avais posé la question indirectement à Yannick Bru après le match du Leinster en match amical, ou via l'émission de Dorian sur TV7. Et c'est clairement notre axe de progression. C'est-à-dire que ce soit les mêlées. Alors sur nos propres mêlées, on assure, mais sur les mêlées adverses, on se fait trop souvent pénaliser. Et après, en touche, on a toujours ces scories. Là, c'est 4 lancers perdus. Bon, il y en a un qui est positif, mais ça reste 4 lancers perdus. Et je crois qu'il y en a 2 pas droite. Notamment de ça. Bon, même s'il y en a une qui était un peu dure, mais bon, c'est trop. C'est trop. Là, il faut... Je sais pas si c'est du travail ou pas, mais il faut y remédier, parce que ça fait trop de munitions, sachant qu'en plus derrière ça tourne. Alors on peut pas se passer de ces munitions, c'est impossible. Clairement. Et moi je voulais aussi mettre un petit mot sur Tatafou. Alors c'est, disons, moins pire que les dernières semaines, mais je l'ai encore trouvé en deçà de ce qu'il produisait la semaine dernière. Alors le référentiel est très haut, mais évidemment l'en avant sur la ligne d'un but adverse fait tâche, et potentiellement, alors pas que ça, mais nous prive potentiellement d'un bonus défensif. On peut aussi parler du dernier coup de pied de Buros qui ne nous permet pas de jouer la dernière action, mais voilà, je sais que toi tu l'as trouvé plus encourageante la rentrée de Tatafou, mais c'est vrai que moi j'ai encore un peu de mal, j'attends toujours plus de lui. On est d'accord, hein.
Là, on est à des années-lumière du Tatafou l'année dernière, qui était parmi les 3 meilleurs joueurs du top 14. Pour moi, c'était quasiment le meilleur avec Malia, mais il a du mal. Il a du mal. Alors, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, il a du mal à encaisser la prépa physique. C'est pas le plus courageux à la muscu. Mais là, j'ai trouvé un peu du mieux. C'est-à-dire que sur la séquence où bon, il fait en avant, juste avant, il y a deux ballons qui portent où on n'est pas loin de marquer. Donc, il recommence à gagner ses duels. Et je pense qu'on reverra le meilleur du Tatafou. De toute façon, il va être appelé. Donc, je pense qu'en décembre, on va pouvoir commencer à revoir notre Tatafou qui nous met systématiquement dans l'avancée, qui gratte des ballons, parce que ça, c'est pareil, il en gratte plus, qui arrive à impacter en défense. Ça, forcément, on en a besoin parce que ça fait partie de nos gros porteurs. On n'a pas Big Ben, il faut que lui il soit là, quoi. Clairement. C'est vital. Clairement, mais du coup, ça peut nous faire du coup passer au point positif maintenant du match. Il a aussi beaucoup de concurrence sur la troisième ligne et on a eu de Mmh. belles satisfactions sur cette troisième ligne avec des Gazzotti, des Pitsamou, des Temo Mathieu qui ont été à leur avantage. Bah ouais, exactement. La jeunesse, moi je mettrais en avant la jeunesse. Gazzotti, je le trouve vraiment impressionnant. Il a vraiment pris en maturité physique. Il avance systématiquement, il porte les ballons. Je pense qu'il est vraiment proche du niveau international. Lui, ça va être un des joueurs qui risque fortement d'être appelé dans les 42, je suis quasiment sûr. Ouais. Il a quelques scories qui peuvent coûter cher. Notamment, on a cette prise de balle à 5 mètres où tu as Wardy qui met un plaquage un peu limite à l'épaule, mais bon, bref. Après, il s'isole des soutiens, on prend une pénalité et on prend des points par la suite. Et il y a aussi ce petit en avant dans les 22. Mais globalement, quel travail il fait, quoi. Il a 8 poumons. C'est-à-dire qu'il plaque, à chaque ruck, il s'y file avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on le voit, il tire les maillots, il pousse, etc. Et en attaque, il franchit, il avance. Franchement, il a vraiment pris une autre dimension et c'est assez rigolo parce que au moment où Tatafou est moins bien, on a lui qui arrive d'un Ouais. coup. Ça c'est hyper Dans intéressant. un registre un peu similaire, ouais. Ouais, Parce moins qu'après, en termes de registre un peu différent, où on va être plus sur de la vélocité, ouais. c'est Mathieu qui est aussi super impressionnant et qui est aussi très jeune. D'ailleurs, on a entendu sur Canal plusieurs fois Bail qui confondait Mathieu et Bielbarré. Ouais, Donc, c'est grave ça. c'est pour dire qu'il est véloce et qui fait aussi une entrée, enfin, un début de saison dans son ensemble, mais là, sur ce match-là, une entrée super satisfaisante et qui se récompense avec en plus 2 essais. Ouais, mais lui c'est c'est un génie du rugby, hein. Parce que c'est vrai il fait jusqu'à 19-20 ans, il fait du basket. Là, ça fait 3 ans qu'il fait du rugby. En même pas un an et demi, il est passé pro en Pro D2. Il a fait des super matchs avec Biarritz. Et là, en top 14, on n'a pas enfin, on voit pas quoi qu'il a que 3 ou 4 ans de rugby, hein. Ouais. Ça, c'est incroyable. Il me fait penser on avait eu un joueur comme ça à Bègle qui venait de Langon, qui s'appelait Benjamin Fall. Même chose, il venait du basket à Langon. À 17 ans, il s'est mis au rugby. Il a fait une année en Crabos au CABBG. À 18 ans, il est passé pro. À 19 ans, il signait à Bayonne pour être un des meilleurs alliés du top 14 et après équipe de France. C'est des mecs, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. T'as des génies comme ça qui viennent du basket, hein, du coup, pour le coup. C'est Bien vraiment un sûr. bon sport. Bah déjà, bon, il savent attraper les ballons. Et lui, c'est vrai que physiquement, il est incroyable. En plus, il pourrait matcher avec en équipe de France si on se projette, hein. Bon, il est encore un peu loin, mais si on se projette, c'est vrai que c'est des troisième lignes qu'on n'a pas, ce troisième ligne un peu coureur. On a plutôt un ratier comme Cross qui fait les tâches de l'ombre, gros plaqueur. Aldric qui est un gros porteur qui gagne des mètres, mais on n'a pas ce set qui est un peu Olivo en fait, qui arrive Ouais. à faire ce lien entre le combat et la vitesse. Et c'est vrai que ça c'est intéressant dans une troisième ligne pour que ce soit complémentaire. Et je pense que Olivon qui a maintenant 31 ou 32 ans, ça peut être une alternative. Il y a le Capilla aussi peut-être que j'écorche son nom, mais de Bayonne qui est un peu dans ce profil-là, un peu combattant, mais qui a cette dimension de coureur qui est extrêmement intéressante. Mais lui, c'est vrai que c'est impressionnant. Et après, t'as parlé de Samu. Bah, Ouais. lui, bah, Moins c'est jeune. moins jeune, mais c'est vrai parce que tu parlais de la troisième ligne, on l'évoquait la semaine dernière aussi, hein, c'est un peu un mystère, hein, franchement. Bah, c'est toujours une satisfaction quand il rentre. Mais Et ouais, un peu à l'instar d'un Van Rensburg, je me demande si le staff aussi le couvre pas dans l'optique du mois de novembre, dans l'optique destination, parce qu'on sait que bah, un Gazzotti, potentiellement un Mathieu aussi peuvent être appelés, et qu'on va avoir besoin de ce genre de joueurs assez rapidement. ouais, j'espère, mais enfin, j'espère que c'est ça.
Parce que sinon, je vois pas. Franchement, là, on a aligné une troisième ligne, BVT Diaby, enfin, c'est pas très Ouais. complet, hein. C'est pas très complémentaire, quoi. C'est-à-dire que là, on a deux ferrailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on amène un mec comme Samu pour amener un peu de ballon, quoi. Et là, il fait encore une grosse rentrée, donc ce serait bien qu'il débute un match, qu'on lui fasse un peu confiance, parce que même dans le jeu au sol, je trouve qu'il est intéressant. C'est un pénible. C'est un joueur qui est quand même assez court sur patte. Je crois qu'il doit faire un 88, donc c'est des joueurs Pas très court sur patte, du coup. non, mais pour un troisième ligne, quoi. Si tu regardes Bien sûr. Olivon, il fait un 95-16, tu vois. Donc effectivement, Roumat, il fait un 98. Bien sûr. Tu vois, t'as des mecs comme ça. Bon, c'est mi-court sur patte. Et autre jeune aussi, on en a parlé du coup la semaine dernière, autre jeune après Gazzotti et Mathieu notamment. Konorsa qui faisait sa Ouais. première titularisation cette saison. Alors, il a joué principalement en première mi-temps, donc évidemment pas facile pour lui. Tu l'as trouvé comment, notamment en défense? Moi, j'ai bien aimé. Il amène énormément de combats. Il fait un 11 sur 12 au plaquage. Il est plutôt dominant dans ses plaquages. On l'a pas vu en attaque, ben oui, forcément, on a subi la première mi-temps, mais à revoir parce que je pense que lui, ça va être une petite bombe. Donc lui, il faut qu'on arrive à le voir. Je pense qu'en impact player, ça peut être aussi terrible, Ouais. tu vois. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le carton jaune de Cancorier. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait pour se relever, hein, parce que Ouais, ouais, il a dû avoir mal à la mâchoire. parce qu'il a même pas fait de protocole, hein, je crois. Non, Enfin non, bon, non, il n'est ça pas c'est pas, sorti. c'est bien, ouais, bon, c'est pareil. Dernier joueur, moi, que j'aimerais mettre en avant, ils sont deux, et ils confirment le match qu'on avait vu d'eux à Toulouse, dans le combat, dans la défense, etc. C'est Retière et Huberty. Alors, il me semble qu'Huberty est lié à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Là, il était au centre. Mais super précieux, ouais, comme je disais, dans le combat, dans la défense. Huberty, il se récompense en plus avec un bel essai, avec Mm. une belle fête de passe. Alors, il a quelques scories. Il envoie une passe dans les chaussettes de Damien Penaud là, juste À avant la mi-temps. mi-temps. Ouais. Il me semble qu'il y a peut-être aussi un en avant en deuxième mi-temps, je sais plus à confirmer. Il a deux doigts de se péter une côte en aplatissant. Ouais. Il met 2 minutes à se relever. Mais les deux, vraiment, on peut voyager serein pendant la tournée vu que Louis et Damien seront probablement out sur l'ensemble du mois et donc sur le match contre Clermont et contre Vannes. Eux, on peut les envoyer au charbon tranquille, ils répondent présent. Ouais, c'est clair. Berti, il est toujours constant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais déçu. Et après, quand on a eu le ballon, eh ben, c'est vrai qu'il arrive à faire des différences parce qu'il a quand même des pattes. Là où il est un peu moins bon, c'est dans la continuité du jeu après. C'est jouer derrière lui, etc. Mais sinon, c'est encouragé en défense. En attaque, ça a des pattes. Et puis Retière, c'est. Alors c'est intéressant parce que j'ai fait une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo sur lui, sur ses 15 dernières minutes en, Oh, en le neuf. teasing. Ouais. Et Abonnez-vous. Tu sauves UBB sur X. exactement. Et du coup, ça va peut-être donner des idées au staff. Parce que, Ouais. bon, on n'a pas parlé, enfin, je vais faire une petite aparté là, mais on peut aussi valider la stratégie de Bru. Ouais. Parce qu'il y a un peu le bon squad sud-africain. Il y avait Aymeric du Petit Bureau qui avait parlé de Bru Erasmus en fusionnant les deux noms. Et c'est une stratégie qui a été plutôt pertinente. L'intérêt de ce truc, c'est que tu ramènes un pack frais très rapidement, et on sait que le besoin des gros d'être frais pour être dominant sur les impacts, et donc le pari il a failli marcher. C'est-à-dire que je pense que si on fait pas cette première demi-heure un peu catastrophique, voire première mi-temps, Ouais. c'est pas loin d'être un pari gagnant, quoi. Et ça amène en fait justement à ce qu'on parlait de retière, c'est que pour faire, alors les avantages, c'est que bien sûr tu changes tous tes avants, mais après t'as qu'un trois quarts, donc après il faut que t'aies dans ton équipe des mecs hyper polyvalents. Et pour le coup, dans notre ligne de trois quarts, que ce soit Buros, Louis, Penaud, Max aussi, Huberty. ouais, ou Berthier, on a vraiment plein de mecs hyper polyvalents qui peuvent jouer deux trois postes, et on a Retière qui justement, lui, peut dépanner en neuf, donc on pourrait même faire un 7+1 avec lui, parce qu'il peut faire du 11, 15, 14, 9, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi pas le tester? Et peut-être que c'était dans cette optique-là aussi qu'il a joué neuf une vingtaine de minutes dimanche.
le tester tout simplement titulaire en neuf à un moment donné dans la saison. Ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'il va proposer quelque chose. Alors, je sais pas du tout ce qu'il vaut sur les coups de pied. Par contre, en défense, on sait qu'il va s'y filer et puis il va pouvoir coller au ballon et ça, je pense que c'est top sur son profil. Ouais, en tout cas, ça va faire réfléchir parce que entre ça va faire réfléchir le staff entre les mauvaises, enfin les mauvais matchs de Yann, enfin ouais, pas mauvais, mais ils sont pas très très bons, et lui qui arrive à mettre énormément d'incertitudes autour de Ruck, son jeu au pied, alors il est pas long, il a pas un long jeu au pied. Il est assez précis, mais il a pas un très long jeu au pied. Mais par contre, il compense par une suractivité, quoi. Ouais. C'est-à-dire défense et autour des rucks. Il a mené sur les 15 dernières minutes, on le voit, il a mené l'incertitude. Et ça, c'est ce que n'arrive plus à faire Yann avec ce qu'il faisait avant, en fait. Avant, Yann, la zone 1-2 donc autour des rucks, donc entre 0 et 15 mètres autour des rucks, mais en fait, il mettait une incertitude parce qu'à tout moment, s'il n'y avait pas un gros qui était dans cette zone, et bien il prenait la ligne et après on le revoyait plus parce qu'il avait des pattes terribles. Un peu à l'instar d'un Couillou. En fait, c'était un peu le même genre de joueur. C'est-à-dire un mec qui met une forte pression autour des rucks avec des courses extrêmement rapides. Et juste pour terminer les points positifs et terminer sur le match en lui-même, je pense qu'on a fait quasiment une demi-heure là sur le match. Point positif, c'est qu'on a privé La Rochelle d'un bonus offensif qu'ils avaient à la mi-temps. Donc ça, c'est positif. Et côté Rochelais, ils doivent être plutôt dégoûtés de repartir avec seulement 4 points au vu des 40 premières minutes et du fait qu'ils ont joué en supériorité numérique pendant la moitié du match, grosso modo, puisque on a eu notre cher Kane Douglas qui nous a fait le plaisir de prendre un jaune 2 minutes après son entrée, et ensuite c'est Leeds qui a aussi pris un jaune, donc on n'a pas été en infériorité numérique tout le match, mais quand même une bonne partie du match. Et un petit mot aussi pour les supporters bordelais qui ont fait le déplacement, qui ont mis le feu à l'arrivée des joueurs, qu'on a beaucoup entendu au stade depuis notre canapé, donc ça c'est top si on commence aussi à se déplacer avec en plus un 16e homme qui fait le taf. Petit point classement, maintenant qu'on est passé qu'on a fait le match. Du coup, l'UBB rétrograde à la deuxième place, avec 23 points toujours. C'est Toulouse qui repasse devant avec 24 points. Troisième, La Rochelle avec 22 points. On retrouve le trio de tête attendu. Au classement britannique, Toulouse creuse l'écart puisqu'ils ont gagné à l'extérieur. Donc ça leur fait 12 points au classement britannique, là où Bordeaux en a que 7. Ça pourrait changer, notamment avec les matchs à Clermont et à Vannes qui vont arriver en novembre. Encore faudra-t-il faire des bons résultats là-bas, mais clairement on est dans les clous de ce qu'on veut viser cette saison, c'est-à-dire un top 2. Ouais, Toulouse, ils font quand même une sacrée belle saison, mine de rien, parce que on a l'impression qu'ils sont moyens, un peu poussifs, mais à Pau, ils sont jamais inquiétés. Montpellier non plus. Ils sont allés mettre, pareil, première journée, ils sont allés gagner à Vannes. Ouais. Le seul point négatif, en fait, c'est à cause de nous, quoi. Sinon, ils font une saison parfaite. C'est un peu le gros résultat négatif de Toulouse à domicile. Ouais. Parce que je crois qu'ils ont 14 points à l'extérieur, quasiment. Plutôt correct au bout de cette journée. Ouais, putain, ouais. Clairement, en plus, avec le retour de Dupont, alors ils perdent Ntamak, mais avec le retour de Dupont, ça va être compliqué d'aller les chercher. Toujours est-il que nous, on est allé chercher 4 points là-bas. Donc on a fait le job. Prochaine rencontre, UBB, section paloise, samedi à 14h30 à Chabandelmas. Le club annonce un quasi guichet fermé déjà. On est mardi. Donc potentiellement un 5e guichet fermé de la saison. Donc ça, c'est vraiment top. On espère juste qu'il fera un peu beau pour avoir du jeu. Pau qui sort justement, on en parlait à l'instant, d'une défaite à domicile contre Toulouse. On sait ce que c'est de prendre une bête blessée. Du coup, on l'a eu avec La Rochelle. On peut s'attendre à un gros match. Nous, on devrait aligner une équipe très très compétitive avec les retours de Lucu Jalibert et puis avec tout le monde qui est à disposition. Ouais, je pense que là, la charnière va revenir. Ouais. Pau, je sais pas comment ils vont venir, en fait, avec quelle équipe. C'est un peu l'interrogation. Parce qu'ils ont encore pas mal de blessés et ils ont des postes où il y a plus grand monde, quoi. Donc est-ce qu'ils vont pas préserver le peu de mecs qui restent pour ensuite parce que la semaine prochaine après ils ont un match à domicile. Donc ça pourrait faire 3 défaites. Donc je sais pas. Après c'est vrai que s'ils viennent avec leurs armes, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Ils ont des très bons joueurs qui amènent beaucoup de vitesse.
On a un peu le pendant de Deporter qui est Gailleton en 13 qui accélère pas mal le jeu. Et j'aime bien leur triangle arrière, notamment avec Atik Sokbe qui est lui phénoménal. J'adore ce joueur. Ouais, il est fort. Lui, il pourrait jouer n'importe où. Il est vraiment incroyable. Et Madoc aussi, qui est le 15 palois, qui fait pas mal de différences. Le seul truc qu'il faut qu'il progresse, lui, c'est parfois il a des oublis techniques sur des passes, mais parfois il fait le plus dur et puis après il m'envoie une saucisse. Mais ils ont vraiment beaucoup de danger. Et donc s'ils viennent avec la grosse équipe, c'est vrai que ça sera un match compliqué, surtout que c'est pas une équipe qui nous réussit des masses. Oui, ça je l'ai pas mentionné, mais l'an dernier on avait perdu à domicile 20-10 de mémoire. Alors c'était pendant le tournoi, il nous manquait beaucoup de monde. Mais là je disais qu'on allait être au complet, mais en fait non, puisque il nous manquera Deporter et Moefana au centre. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et qu'il faudra remplacer. Alors quid de cette paire de centres? Est-ce qu'on va revoir un Van Rensburg qui avait fait 2 très bonnes entrées en début de saison? Est-ce qu'on va voir un Tapwai qui offre quand même un peu moins de garantie? Est-ce qu'on va voir un Huberty qui va enchaîner? Pourquoi pas un Penaud aussi qui peut jouer au centre? Toi, tu vois quoi comme alliage? Alors, Van Rensburg, j'espère. Alors, on ne sait pas où il en est. C'est-à-dire que là, c'est un peu le mystère autour de sa blessure. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Faire un petit... point là-dessus, c'est que le Stade Toulousain, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous inspirer. Tous les vendredis, après la composition d'équipe annoncée, par exemple à 18h, ils publient un point infirmerie. Donc on sait où en sont les joueurs et surtout les supporters savent où en sont les joueurs. Et ça permet de pas aussi oublier, tu vois, un Van Rensburg ou des joueurs comme ça qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas bien pourquoi. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. T'as raison. C'est quelque chose qui coûte pas grand chose. Alors, on a des points effectifs notamment via Sud-Ouest ou des choses comme ça en milieu de semaine. Mais c'est vrai qu'un point officiel du club pourrait permettre, pour nous les supporters, de savoir et de comprendre aussi certains choix faits par le staff. Ça, c'est heureusement qu'on a le point du mercredi de Johan du Sud-Ouest parce que sinon, en fait, on sait pas quoi. C'est-à-dire Van Rensburg, ça fait 3 semaines en fait. C'est à Bayonne où il avait l'épaule en écharpe après à la Bayonne, sortie. Ouais. Et après, on sait pas si c'est 3 semaines, un mois, si c'est juste une douleur, et ça change pas mal de trucs, quoi. En tout cas, s'il est apte, moi je veux le voir en 12, parce que je pense qu'il est hyper important. Et après, en 13, ça dépend. Ça dépend. Moi, Penaud, j'aimerais bien, parce que il y a le côté offensif. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il touche plus de ballons, et donc en 13, il va en toucher pas mal. Après, c'est voir comment on s'organise sur le banc, en fait. Qui sera derrière Max Lucu sur le banc? Parce que si tu mets Penaud en 13, ça veut dire qu'après, il faut que tu rentres forcément en retière. Ou est-ce que tu préfères garder retière sur le banc et Penaud à une aile et après tu mets Huberty? Donc ça va être un peu comment on voit le banc si c'est un 6+2, parce que je pense qu'il n'y aura pas encore Carbery, je crois qu'il va reprendre pour Clermont. Okay. Donc du coup, c'est voir comment on va s'organiser le banc. Moi, j'aimerais bien voir Van Rensburg, Penaud peut-être et retière à une aile avec Louis et en 15 Buros. Mais s'il y a Van Rensburg ou Huberty, c'est très bien aussi. Voilà. Par contre, voilà, Tapwai, j'ai un peu plus de mal. Je trouve que c'est un peu plus compliqué, ouais. Ouais. Peut-être sur le banc. Il s'est fait maltraiter contre Bayonne là, face à Makala. Après, il avait un client aussi en face, hein. Qui est pour l'instant le meilleur joueur du top 14. Pour le coup, là, il marche sur l'eau. C'est lui qui bat le plus de défenseurs, il avance, il gratte. C'est une machine. Bon, petit pronostic. Bon, en tout cas, l'idée, c'est, toi, d'un point de vue comptable, de faire mieux que la saison passée pour atteindre plus de points à la fin de la saison. Donc, ce sera a priori pas compliqué vu qu'on avait marqué 0 points. Mais on sait, comme contre Bayonne, que c'est des équipes qui ne réussissent pas forcément et que ça va être la guerre. Ouais, c'est sûr. Il faut à minima les 4 points et suivant l'équipe qu'ils amènent, il faudra les 5 points. Ok. Du coup, rendez-vous samedi à 14h30. On va se régaler encore une fois avec, on espère, une équipe quasi type côté UBB. Et je te propose que l'on passe maintenant aux actualités du club, en commençant d'abord par une petite déclat de Laurent Marty en fin de semaine dernière, qui a confirmé que clairement le Matmut Atlantique ne l'intéressait pas, si ce n'est pour dépanner SBA, qui est la société qui exploite le stade et la métropole, et de faire un match pour leur faire plaisir
par saison là-bas. Même si moi, je ne trouverais pas déconnant d'en faire même peut-être 2 contre soit Toulouse, soit La Rochelle, soit Bayonne, des matchs qui sont un peu à guichet fermé et qu'on peut remplir sans souci. Et pourquoi pas, si on est qualifié, une demi de Champions. Ça peut être aussi une occasion. Donc, 1, 2 ou 3 matchs. Parce que c'est vrai que alors, l'an dernier, on avait eu un super match contre Toulouse à domicile qu'on avait pu gagner. Et c'est vrai que le match nul, c'est quand même une fois que tu y es, parce qu'il faut y aller. Ouais, c'est ça. Tu vois super bien. Enfin, le stade est quand même super pour les spectateurs. Tu peux mettre 42 000 personnes. Mais on comprend aussi les enjeux économiques. Et en tant que supporter de l'UBB, on tient énormément à Chaban. Donc, pas plus de 2-3 matchs. C'est parfait. Et si c'est qu'un match, ce sera qu'un match. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que dit Marty et ce que tu dis. Autre news qui va arriver demain, c'est évidemment la liste de Fabien Galtier pour la tournée de novembre. Donc on va se pencher un petit peu sur quel va être l'impact pour l'UBB. Il faut savoir que les matchs de top 14 qui seront impactés, c'est le déplacement à Clermont le 2 novembre. Alors, il n'y aura pas de match de l'équipe de France, mais on aura à peu près la moitié des joueurs appelés sur les 42 qui vont rester à Marcoussis. Et le match à Vannes le week-end du 23 novembre, où là, il y aura le France-Argentine. Ouais. Donc, on peut s'attendre à manquer de joueurs sur ces 2 matchs. Déjà, en termes de liste, on s'attend à peu près à 10-15 joueurs. Alors, entre 10 et 15, peut-être plus 10 que 15 en équipe de France. Et peut-être finalement une quinzaine en comptant les internationaux, type Tatafou avec le Japon ou d'autres joueurs. On risque quand même d'avoir quelques joueurs qui vont être appelés. Ouais, on va avoir pas mal d'impact en fait sur l'organisation. Je pense que les jours de match, que ce soit Clermont, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont revenir parce que je sais pas quel a été l'accord entre FFR et LNR sur la mise à disposition des joueurs. Mais je pense qu'il va avoir pour Clermont UBB, c'est un faux doublon, donc je pense qu'il va avoir peut-être un 15 qui va être protégé, peut-être 18 joueurs, mais après le reste ils vont revenir en club. Donc ça veut dire qu'on perdrait sur de Louis et Penaud. Et après, ça va être un peu suivant la volonté de Galtier, quoi. Donc on peut même récupérer notre charnière. Vu les dernières rumeurs, ou en tout cas les dernières news qui sont sorties, Jalibert est peut-être pas le premier pressenti au poste de numéro 10. Donc potentiellement, on peut le récupérer pour aller à Clermont. C'est un autre débat, ça, mais c'est incroyable. Oui, c'est clairement. C'est incroyable. On verra. Ça sert à rien qu'on revienne dessus parce que on verra ce qui va se passer. Effectivement, c'est incroyable. Et nous, après, si on le garde et qu'on peut l'avoir pour Clermont, et tant mieux pour nous. Et on verra comment ça se passe ensuite. Mais c'est vrai que France-Argentine à Vannes, enfin le match qu'on aura à Vannes, c'est là où on risque de perdre un peu plus de monde. Et ça va être clairement un match plus compliqué. Parce qu'après, je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier des internationaux étrangers. Je sais pas s'ils font les mêmes week-ends. Mais si on n'a pas encore Tatafou, si Petit est appelé, si Gray est appelé, parce que là, ce serait vraiment un très gros problème pour nous. Il mérite. D'ailleurs, on l'a pas mentionné dans les points positifs, mais il fait un match énorme. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, alors qu'en plus je vais faire une vidéo sur lui. Tiens, je refais un autre teasing. Son match, il est incroyable. Hein. En défense, il s'envoie. Dans les rucks, il a fait un combat avec Skelton énorme. Là, il fait vraiment un très 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 gros match. Lui, c'est vraiment le recrutement intelligent, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et c'est vraiment vraiment une machine. Et je pense qu'il va être rapidement appelé avec l'Écosse. S'il est appelé dès novembre, ça peut aussi nous foutre dans le caca. Parce que Coleman, je sais pas où il en est aussi. Ouais. Ça va toujours pareil. Blessé et potentiellement il peut être appelé aussi. Donc ouais, avec les Tonga, tu vois, parce qu'en plus parfois ils aiment bien faire ça, vu que le Fidji a fait ça par exemple. Vu qu'il y a les Européens, ils font une tournée européenne, et ils en profitent en fait pour appeler les locaux entre guillemets. Ouais. C'est pour les joueurs qui jouent dans les championnats européens. Ouais. C'est pour ça que Makala est appelé avec les Fidji et Tagui aussi de Bayonne. Et Bayonne, ils vont perdre leurs 2 pieds droits. Ça va être assez compliqué pour eux. Et toi, pour revenir sur la France, en grosse cote, tu vois un joueur qui était pas forcément une évidence dans cette liste. Côté UBB, tu verrais qui? Moi, j'aimerais Mathieu. Ouais. Parce que on en parle de plus en plus, hein. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas où il peut s'arrêter, quoi. Donc bien sûr, il va pas jouer parce que il est encore loin, hein. Mais en fait, il apprend tellement vite que je me dis que il faut l'intégrer au plus rapidement possible, quoi.
parce qu'on ne sait pas où il va s'arrêter. C'est clairement lui que j'aimerais bien. Voilà. Donc, qui peut être une révélation sur cette tournée. Pourquoi pas disputer un match, hein. Ouais, peut-être le dernier, peut-être. Je sais pas comment. Bah après, je sais pas comment. Il faut voir comment le ils staff de s'organisent, l'équipe de France va vouloir. Est-ce qu'ils vont vouloir vraiment tester beaucoup de joueurs ou plutôt répéter les gammes avant le tournoi. C'est ça. Ça va être un peu les deux philosophies, quoi. Bah, écoute, moi je vais prendre un troisième ligne aussi. J'aimerais beaucoup voir Pierre Beauchaton, Mhm. The Handsome Kitten, qui est à la fois un gros guerrier qui a été énorme aussi à Toulouse, qui a fait une super saison la saison dernière, qui est polyvalent puisqu'il a montré qu'il peut jouer deuxième ligne. Vraiment, je trouve qu'il mérite. Et s'il y a un joueur que j'aimerais voir sur un des matchs, au moins appelé, c'est lui. En vrai, c'est clairement possible, hein, parce que, comme tu dis, il est polyvalent 6-4. Et Galtier aime bien ce genre de 4, ce profil de 4. Et franchement, avec un Cameron qu'on voit un peu. Ouais. Et Cameron, il a du mal. Donc, tu vois, c'est des mecs comme ça qui peuvent sauter. Et lui, il peut largement prendre la place. Sachant qu'en plus, en seconde ligne, probablement que Flamand va passer 5 parce que Touilagui s'est pété le tibia péroné. Donc, c'est-à-dire qu'il va manquer d'un 5. Donc, peut-être qu'on aura la surprise aussi Caso. Hein. Mais concrètement, je pense qu'entre Meafou en 5 et peut-être que Flamand, lui, fera 4-5, quoi. Donc, en 4, il y a le choix entre... alors il y a Guillard aussi du Loup qui est pas mal. Beauchaton, je pense qu'il peut y jouer. Je pense qu'il est même passé devant Cameron. Moi, je pense, vu comment il enchaîne les bonnes prestats, ça peut. Tu as raison, ça peut être une belle cote. Écoute, on verra demain, du coup, le mercredi 23, a priori, même si je crois qu'on a du mal à savoir exactement quand est-ce que ce sera, mais normalement, ce sera demain. Petit point mercato avec, alors, sans vraiment de grandes de news ou de grandes rumeurs cette semaine, mais on voulait faire un petit focus sur le sujet de la deuxième ligne. On va avoir potentiellement 3 départs à la fin de la saison, à savoir Alexandre Ricard, Guido Petit et Adam Coleman. On parle déjà d'un Clermontois, Thibault Lanen, pour arriver sur cette ligne-là. Toi, tu l'as vu jouer un peu? Ouais, c'est un profil un peu à la Beauchasson en un peu plus solide. C'est-à-dire que c'est un gros combattant, assez à l'aise dans le domaine aérien. Finalement, qui se rapproche d'un petit aussi. Hein. Donc c'est des mecs assez aériens et qui sont des gros combattants. Mais c'est vrai que là, ça va être un peu le poste de second ligne, ça va être clairement une piste, quoi. Il faudra vraiment remplacer ça parce qu'on va perdre de la qualité. Ouais. Alors Petit, on a un peu de mal parce Alors, on ne sait pas encore ce qu'on va perdre. Hein. Bah, Petit, c'est sûr. Je pense que bon, vu ses performances par rapport à ce qu'il coûte, c'est quand même un problème. Coleman, on sait pas, effectivement. Moi, j'aimerais bien le garder. Parce que même s'il est blessé, ça reste quand même une valeur sûre en 5. Ricard, on le voit pas. Ricard, ça semble acté qu'il partira Ah à ouais, la fin on de le la voit saison. pas, quoi. Donc en fait, ce serait Ricard Petit où il faudrait trouver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toutes ces rumeurs sur l'UBB. Hein. C'est que on a des mecs qui partent et donc je pense que les agents ils envoient les CV un peu partout, quoi. Après, on a du coup quelqu'un qui est arrivé cet été, il me semble de Biarritz, si je dis pas de bêtises, qui joue deuxième ligne, c'est Tian Jacobs, qui pourrait monter du coup des espoirs, qui a joué, on en reviendra juste après sur les espoirs, mais qui a joué ce week-end. Tu peux nous en dire un peu plus sur son profil? Alors lui, initialement, c'est un 6. C'est-à-dire qu'il a pas mal dépanné en 4 au Biarritz, 6, mais donc troisième ligne. troisième ligne, ouais. Parce que pour le coup, alors même si j'aime pas dire ça, mais il y a quand même il a un petit facteur limitant, c'est qu'il est pas très grand. Alors tu vas me dire, si il est grand, il fait un 93, je crois, ou un 94. Donc du coup, c'est pas comme les grands 4, comme Beauchaton par exemple, qui lui doit approcher les 2 mètres. Donc ça risque d'être un facteur limitant. Je pense qu'il pourra dépanner en 4, mais je le vois plus comme un 6 côté fermé. Donc vraiment un ferrailleur, gros plaqueur, etc. Voilà, un peu plus lourd, donc moins mobile qu'un 7, grand côté ou troisième de grand côté pour les Anglais, ils appellent ça comme ça, outside, et du coup où il va falloir courir, etc. Lui, je le vois bien côté fermé, ferrailleur, et il a une belle marge de progression, et en plus l'avantage c'est qu'il va bientôt être GIF. Alors peut-être pas, je crois que c'est l'année prochaine qu'il sera GIF. Ok. Donc ça c'est intéressant. Et d'autant plus qu'il a marqué avec les espoirs ce week-end, les espoirs qui étaient quand même menés 29-6
à Brive Ouais. et qui ont fini par l'emporter, donc notamment avec un essai de Tian Jacobs et une dernière pénalité à la sirène de Joseph Laharag et les espoirs qui pointent à la 3e place du championnat Réchelle après 5 journées derrière, évidemment, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. On peut passer du coup à la dernière section avec la présentation. Juste un petit mot, si le club pouvait essayer alors c'est pas très compliqué de téléviser les matchs espoirs, ce serait vraiment parfait. Ouais, alors c'est pas très compliqué. Bah après, tu peux le diffuser en différé, Oui, proposer en parce différé. que Mais c'est vrai que ça demande forcément des ressources, des gens qui doivent s'occuper de ça pour un nombre de téléspectateurs potentiellement limité. Alors nous, ça nous intéresserait forcément parce on a quelques pépites à observer. Mais effectivement, ce serait incroyable, au moins sur les matchs à domicile. Je sais pas s'ils le font. parce que tous les matchs sont filmés. Hein. Ouais, parce du que coup, après, à savoir si ils veulent Ça, il faut donner savoir, c'est leur contenu. que moi, quand j'étais en espoir, même en cadet, on était filmé et après, il y avait même des séances vidéo en espoir moi. Donc eux, je pense qu'à vu leur niveau, euh, tout est filmé. Parce qu'ils font de la séance de vidéo le lundi ou le mardi, je sais pas quand ils le font, mais voilà. Après, Bon, c'est en tout savoir s'ils cas, veulent on ou non le lance un diffuser. appel au staff de l'UBB. Si vous pouvez envoyer la vidéo des matchs des espoirs à Yann sur Twitter, qu'il puisse faire des petites vidéos de nos pépites, ce serait assez incroyable. Ce serait parfait. Ce serait top. Et du coup, en parlant d'espoir, on présente aujourd'hui, enfin tu vas nous présenter aujourd'hui, Yann, le petit Enzo Gourg qu'on avait vu en prépa C'est contre ça. le Leinster. Donc le petit Enzo Gourg qui vient de Bazas, qui a fait toute sa petite jeunesse là-bas et puis qui est arrivé très tôt au CABBG quand même. Donc le CABBG, bon, les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles savent, hein, mais en fait les jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles c'est le CABBG et après en fait c'est qu'à partir de l'Espoir où il y a la fusion CABBG Stade Bordelais et qui fait l'Union Bordeaux-Bègles, donc c'est qu'à partir d'Espoir. Donc avant le haut niveau à Bordeaux, que ce soit les Merceries, Crabos, etc., c'est au CBBG, c'est le damier, etc. Donc il est arrivé assez tôt, il a gagné, alors ça c'est pas mal, hein, il a gagné la Mercerie, qui est quand même un titre de champion de France que tu as en cadet. Il faut savoir que on n'a pas beaucoup enfin il n'y a pas beaucoup de joueurs. Hein. Parfois il y a des joueurs qui passent des carrières entières sans titre, donc c'est toujours bon à prendre de gagner, même chez les jeunes. Il faut en profiter. Et du coup, si on peut décrire un peu son style, alors moi j'ai vu très peu de matchs de lui. Le seul match que j'ai analysé réellement en détail, c'est sa rentrée contre le Leinster. Et il m'a énormément plu. Beaucoup de vitesse, il colle vraiment au ballon. Il a quand même une petite science tactique du jeu parce qu'il a fait un petit coup de pied à un moment donné qui a été bien récupéré. En fait, c'était très bien senti. Il a encore des scories notamment. Alors je connais pas sa force dans les sorties de camp, sa longueur jeu au pied, etc. Et après, bon, mais il a que 18 ans, donc aussi physiquement, on a senti qu'il était parfois un peu dépassé, notamment sur les zones de plaquage, les zones d'affrontement. Mais c'est un joueur à suivre parce que vu nos difficultés qu'on a à ce poste derrière Max, je pense que ce serait bien que pendant les doublons, il soit potentiellement testé. Bien sûr, il faudra qu'on teste Rétière parce que lui il va nous apporter sur des bancs, sur des phases finales. Mais sur des matchs à domicile, ça peut être intéressant de le voir. Au moins 10-15 minutes pour voir comment il se comporte à balles réelles, quoi. C'était satisfaisant contre le Leinster en amical. Ce serait bien de le voir. Alors je sais pas ce que va faire le staff, mais Ouais, parce qu'en numéro 3, a priori, c'est quand même plutôt Paul Abadi, qu'on a un peu oublié, ouais. Mais effectivement, ouais. Normalement, c'est ça, ouais. qui a pas mal joué la saison dernière avec la blessure de Lesgourg. Mais c'est pareil, c'est pas une certitude, quoi. Pour le coup, Oui, donc autant potentiellement commencer à tester un espoir. Bah, en tout cas, on espère avoir accès à des images de ce joueur et des autres qu'on aura aussi l'occasion de présenter sur les prochains épisodes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cet épisode? Non, à part dire parce que je l'ai pas dit au début du podcast, mais Oui, je t'ai pas laissé la parole, pardon. ouais, non, mais non, y a pas de problème. Mais Mes c'est vrai que excuses. ça a toujours été bienveillant. Donc merci pour vos retours, c'était super sympa. Il y a même des gros comptes sur X, etc. Gauthier et tout qui ont relayé. Donc je fais une petite dédicace aussi donc à tous les supporters de l'UBB, au forum UBB Allez l'Union. Donc voilà, on vous remercie parce que c'était vraiment très agréable de vous lire et super constructif pour d'autres. Donc franchement, super cool. Ouais, on a eu plein de retours, souvent ouais, positifs et bienveillants, donc c'était top et
du coup encourager à faire l'épisode 2. On espère en avoir au moins autant pour préparer l'épisode 3 de la semaine prochaine après le match face à la section paloise. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. On a passé quasiment 1 heure à parler de notre cher club. On espère que vous avez appris certaines choses et que vous aurez passé un super moment. Merci beaucoup Yann. Ciao, ciao, ciao Cyril.